Alors, bonsoir. Tu vas où toi? Tu vas où toi? Alors, le sujet de ce soir, c'est très peu discuté. La question principale, elle est comment c'est possible qu'on fasse confiance à une femme dans tout ce qui concerne Anida? Ou si elle dit je suis pur, ou si elle dit je suis impur, on la croit et on ne demande même pas de preuves. A priori, une femme elle vit avec les sentiments. Si une femme elle couche avec son mari, elle peut mentir, mais fois 1000. Et la Torah, elle dit malgré tout que si elle dit t'inquiète, c'est bon, je suis pur, eh ben on la croit. Il n'y a pas besoin de demander de preuves. Pas montre-moi le rat, la balani, truc. Fais un câlin à ta femme, fais ce que tu veux avec ta femme, tu la crois. Comment c'est possible? Ça, c'est une question déjà primordiale. Je sais pas si on se l'est déjà posé un jour. Moi, jamais, jusqu'à ce que je la lis. C'est-à-dire, finalement, c'est un truc de ouf. C'est-à-dire, bon, ok, nous les mecs, on est un peu des animaux, ok. On agit sans réfléchir. Mais une femme, c'est connu qu'elle agit sous. Elle a besoin de son mari, elle a besoin des épaules de son mari. Comment c'est possible? Hein? T'en penses quoi? C'est une bête de question en vrai. C'est-à-dire, bon, alors on pose la question autrement. S'il fallait faire confiance à l'homme ou à la femme, à qui on aurait fait confiance? C'est par défaut qu'on fait confiance à la femme, parce que l'homme ne peut pas lui faire confiance. On parle pas d'une femme spécialement pieuse, non? Toutes les femmes? Toutes les femmes. Toutes les femmes. Ouais. Toutes les femmes. Bon, a priori, on va en discuter, ça fait partie du cours. Ouais. Il y a ce qu'on appelle un joker. C'est-à-dire une fois qu'elle a brûlé son joker, C'est fini. c'est mort. Ok. C'est mort jusqu'au moment où elle a vraiment fait échouer et que c'est sûr à 1000% qu'elle a compris son erreur. Et d'ailleurs, on va voir dans la halakha, il y a ce qu'on appelle la amtala. Amtala, c'est un contre-argument. Ça veut dire, si elle dit, je suis impur. Non, je rigole, c'est pas vrai. Est-ce qu'on la croit ou pas? Est-ce qu'on se base sur le non, je rigole ou sur le je suis impur? Eh ben, il y en a qui vont dire qu'elle doit compter 4 jours, 7 jours, migrer sans bracha. On rigole pas avec ça. Tellement c'est important. Alors la question, elle est encore plus forte. Comment on peut faire confiance à une femme? Alors moi, je viens d'avoir idée en tête. Peut-être qu'entre l'homme et la femme, bah, l'homme, c'est sûr qu'on peut pas lui faire confiance. Parce que c'est un chétan, l'homme, Ouais, il attend son. Ah, il tente les tsara, ça veut dire, et la femme. Et les masses, on voit que c'est vrai. Ça veut dire que demandez à tout votre entourage, mec, les gens normaux, ils vont tout faire pour tenter leur femme, même quand elle est nida. Et les femmes, elles sont hyper fortes. Et on s'en fout de pieux ou pas pieux ici. Même les femmes qui sont pas très religieuses, il y en a qui font pas Shabbat, qui respectent nida. Et quand le mari va se rapprocher d'elle, elle va lui mettre une vraie pression. En mode, eh oh, je crois que t'as pas compris, on ne peut pas se toucher. Donc on voit que finalement, la femme, elle a une vraie force que l'homme, il n'a pas. Voilà pourquoi est-ce que la femme, on peut lui faire confiance. Bon, ça suffit pas. Hein. En réalité, la Torah, elle écrit dans un pasouk, lorsque la femme doit compter les 7 jours, elle dit clairement, Vesafrala, comment il dit le pasouk, Shiva Tiami Bachartitar. Une fois qu'une femme, elle a eu ses règles, alors elle devra compter 7 jours, et ensuite elle sera pure. D'accord? Viennent les Chachamim dire, c'est 7 jours après le dernier écoulement. En moyenne, c'est 4-5 jours d'attente jusqu'au F Sektara. Si on a le temps, on parlera du F Sektara. Après, c'était prévu pour la semaine prochaine, mais si on a le temps, on le fera. Et après le Sektara, il y a 7 jours. Okay. Il y a écrit dans la Torah, Vesafra, elle comptera là, pour elle. Et étant donné que les Chachamim, ils ont vu ces deux lettres là pour elle, ça veut dire les Hatzma. Ça ne concerne qu'elle et pas nous. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, la Torah a fait confiance en disant là, le Lamedhe, que c'est que pour elle. Nous, on ne doit pas entrer dans ce comptes. Ça veut dire, on pourra l'aider, mais jamais prendre l'avant sur son compte. Ça veut dire si elle a son application, si elle a son calendrier, si elle a elle fait son travail. Elle fait son travail, elle doit le faire, elle est censée le faire bien. Okay. Après, une des réponses que j'ai entendues, c'est que la femme, elle a peur. Elle a plus peur de l'homme. C'est plus courant que dans le monde humain. La femme, elle a peur de la faute plus que l'homme. L'homme, c'est un bonhomme, c'est un bourrin, genre il veut avancer, il s'en fout, il réfléchira après. Est-ce que c'est grave ou c'est pas grave ce qui s'est passé? On est d'accord jusqu'à là ou pas? Ok. Non? Ouais. Voilà la raison pour laquelle. En fait, la femme, elle a plus de conscience sur la mitzvah que l'homme, c'est ça? D'ailleurs, mon père il m'a dit tout à l'heure un truc de ouf. Il a dit comment c'est possible qu'une femme, bon, c'est un peu changé de nos jours, une femme, elle doit sans arrêt chercher à acheter des nouveaux habits. Tu me donneras le numéro de ton père. Alors qu'un homme, tu lui passes 2 jeans,
un jogging, 2 costards, sa garde-robe, elle est finie. Comment c'est possible que la femme, elle a besoin... Il a la réponse? Oui, il a donné la réponse. Au nom de Rav Ramon. Rav Ramon lui a répondu. En réalité, il dit que dans la vie, il y a besoin de chidushim. Mais comme un homme est censé, et on remarque à travers maintenant les tenues vestimentaires, quand on s'habille en Prada, en Dior et tout, c'est qu'on a ce manque. En fait, Rav Ramon, il disait ça comme ça, mon père. Il lui a dit, dans la vie, chaque être humain, il a besoin de chidushim. Chidushim, c'est du mot chodesh, qui veut dire nouveau. Ok. Un homme, il étudie la Torah. Quand il sort de la tefila, il aura fait le matin, il a fait d'une halacha, ou quoi qu'il arrive, un homme dans la journée, il entend un chidouche, quelque chose de nouveau, et ça le calme. La femme, elle est à la maison, elle travaille, ils ne vont pas parler de Torah. Donc elle a besoin d'avoir quelque chose de chidouche. Comme elle n'a pas la Torah, il faut qu'elle remplisse ce chidouche par quelque chose de concret, de matériel. Donc elle a besoin d'habits. Eh ben, ça veut dire que si vous voulez garder votre carte bleue dans le compte, tu vas me donner un cours. Allez là chaque semaine un cours de Torah, vous allez voir. Non, mais c'est vrai, ça veut dire que c'est profond. Un homme, quand il étudie la Torah, bah, il a calmé son énergie, son potentiel, sa demande de chidouche. Alors qu'une femme, elle goûte par-ci par-là, mais pas assez. Donc, ok. Maintenant, il nous dit, on grade David Yosef, le fils de Rav Ovadia Yosef, une femme, elle doit faire très, très, très attention. Elle doit avoir conscience, et si elle l'a pas, le mari doit lui donner sa conscience que l'interdit de Nida et le fait d'en parler, c'est quelque chose, à part que ce soit intime, de très, très important. À tel point que si elle dit « je suis tamé », même si c'est pas vrai, on arrête tout. D'accord ? On discutera bien après de ce qu'on appelle la Hamtala, le contre-argument. Par exemple, un contre-argument qui est très possible, surtout de nos jours. Donc, quand les parents, ils ont souvent des enfants qui viennent, et des futurs gendres, et tout, bon, qui viennent de se marier et tout, qui viennent de découvrir le mariage et tout, et ils sont très copains-copines, on se touche entre eux. Et souvent, la fille, ça dérange, ça, devant sa mère. D'accord ? Donc, disons qu'il y a un couple qui vient de se marier, ils sont invités, au bout de 3 semaines, à la sous-cote chez les parents, les beaux-parents. La fille, elle est chez ses parents, d'accord ? Ils viennent de se marier, donc le mari vient, il caresse sa jambe, des trucs et tout. Moi, elle fait, tu sais que je suis tamé ? Ok, je m'arrête net. Et le lendemain, elle vient, elle se rapproche de lui, il fait, hey, qu'est-ce que tu fais ? Je dis, non, mais en vrai, c'est pas vrai, je suis pas tamé. Il dit, mais attends, mais je comprends, mais il y a ce qu'on appelle la néhémanout. Voilà, le mot c'était néhémanout. La néhémanout, c'est-à-dire la confiance qu'on donne à une femme. Mais il y a la néhémanout. Tu m'as dit que t'étais impur, ça y est, on peut plus rien faire. Il dit, non, en vrai, ça me gênait de ouf. Et ma mère devant, tu voyais pas, elle me faisait un Scarface, hors truc, tac. Ça me gênait, donc j'ai préféré te dire, au moins, ça coupe les ponts directs, tu me toucheras plus jusqu'à la fin du repas. Ça marche ou ça marche pas comme contre-argument ? Je sais pas, moi je pense pas que ça marche, parce que c'est juste une parole. Elle n'a pas eu elle a pas eu d'écoulement ni quoi que ce soit, donc c'est pas avec une parole que tu vas devenir tamé ou pas tamé. Je sais pas, ça serait bête qu'elle devienne impure si juste par la parole. Et mais ce serait possible quand même ou pas ? Je sais pas, non. Pour moi, non. Dans la logique, dans la normalité. Il n'y a pas eu de sang, il n'y a pas eu d'écoulement. Si t'as pas eu d'écoulement, quoi que ce soit, pourquoi ? C'est-à-dire que tu vas lui. T'as pas besoin pour moi. Il y a quand même ce Dvar Torah de là, ça fera là, qui dira que ce qu'elle dit, c'est ce qui se passe. Ouais, mais bon. Après, concrètement, il n'y a pas eu d'écoulement, c'est chaud. Non, mais c'est-à-dire, elle a dit écoute, je suis tamé, je suis impur. Et après, elle dit non, je plaisante. Qu'est-ce que... Très, très, très bonne question. C'est un des cas les plus utilisés parce que, surtout en France, nous les Français, on est très plaisantins. Très plaisantins, on adore les blagues pourries, même nulles. La femme, elle vient, je suis tamé, non, je rigole. Eh ben, sachez que d'après la halakha, c'est pas du tout évident un cas comme ça. Parce qu'il ne faut pas plaisanter avec. Ça ne s'appelle pas une hamtala. Donc, il y a 2 mots pour l'instant à retenir. Okay. La néhémanout, la confiance qu'on donne à la femme, et la hamtala, le contre-argument. Nous dit les chachamim, et les sfaradim sont plus méquilles, mais les ashkénazim sont très très durs avec ça, que le dire une mesarkanite, une femme qui blague, avec ça, c'est pas une hamtala. Ce n'est pas un contre-argument assez fort pour annuler ce qu'elle a dit, je suis tamé. Ça se passe en 2 temps. Elle dit quelque chose, ce sera la néhémanout, on la croit. Après, elle a besoin d'une hamtala. Est-ce que la hamtala sera assez forte pour avoir le dessus sur la néhémanout ou pas ? Et ben, certains chachamim, certains poskim ashkénazes nous disent pas du tout. Et même va nous dire Rav David Yosef
que Bediavad, c'est-à-dire a posteriori, normalement ça marche pas. On va autoriser, mais le mari doit mettre une vraie pression à sa femme. C'est-à-dire, écoute, c'est la première et dernière fois, c'est très grave. Même pas en mode pression, ça veut dire il doit lui expliquer. Parce que les femmes, elles comprennent plus vite quand on leur parle au cœur, je pense, que quand on leur parle à la tête. C'est comme ça. Et donc il faut leur faire comprendre de la meilleure manière possible qu'on ne peut pas rigoler avec ça. Parce que si on décale d'un centimètre, d'un millimètre, bah, c'est comme si je prends 2 trains. Il y a un train qui a une direction, je dévie les rails d'1 seul centimètre. Ça se verra pas dans les 100 premiers kilomètres. Okay. Mais tu arriveras au terminus, mais je devais arriver à Budapest, je suis arrivé à Prague. Okay. Comment c'est possible? Il n'y avait qu'un millimètre. Oui, mais ce millimètre-là, si à chaque fois que tu te bases sur ce millimètre-là et que tu continues sur ta route, on va finir très loin. C'est-à-dire qu'il y a un jour où tu seras complètement en Ida. Ah non, je rigole, un truc, tac. Et non, faut pas rigoler avec ça, c'est très très dangereux. Attends, maintenant, la femme, elle a un délire. Je peux poser des questions? Ouais, tabou. Sans tabou. Non, il n'y a pas de souci. En fait, la femme, elle a un délire. Ok, elle a fait son mikvé et tout ça, elle est pure, elle va se tremper, ils font l'acte, l'homme et la femme et tout. Et après, je sais pas, la femme, elle a un délire, elle veut embêter son mari, elle lui dit je suis tamée. Ok, et elle insiste dessus. Et elle fait pas non, mais je plaisante. C'est-à-dire quoi, et après, bon, 2 ou 3 jours après, voilà, elle a dit bon, je vais repartir avec mon mari. Elle doit refaire un mikvé, elle doit pas refaire un mikvé. Vadaï. Même s'il n'y a pas eu de Vadaï, il n'y a rien eu, il y a eu 0 truc. Elle est enceinte. Ouais. Elle est enceinte, hein. Ouais. Elle dit j'ai eu mes règles, ou j'ai eu du sang. Ah, c'est pas vrai? Faudra poser la question à Rav. Mais à 90%, elle doit soit compter les 4 jours, soit faire un F-Sectara et 7 jours. Ça dépend, faudra poser la question. Ouais, faut poser la question. Bon, okay. Mais c'est des questions qu'on se posait même pas. Parce que nous, on est tellement français dans l'âme qu'on vit dans la rigolade. Mais la Torah, elle est sérieuse. Ça veut dire que quand on donnera psaque, imagine-toi, t'es au Beddin. Non, mais tu fais ça aussi avec la cache-route. Tu peux faire, tu vois, je sais pas, tu fais la shrita à une vache, pas un animal. Tu dis, ouais, il est caché. Après, tu dis, ouais, pour plaisanter, il est pas caché. Tu vas pas le jeter, cet animal. Ah, la vérité, tu fais quoi, toi? Non, mais c'est-à-dire, c'est une blague. Et bon, après, tu sais que le gars qui est le chômeur, il a fait une cache-route bien cachée. Nous, on est comme ça. Nous, on est comme ça de ouf, les Français. Et oui, imagine-toi, t'es au Beddin, le juge, il te fait, bon, allez, tu dois payer, tu dois 10 000 balles. Ouais. Il t'a bien mis la pression, truc et tout. Non, je rigole, c'est pas vrai. Il n'y a que dans le cas de... Torah, on peut pas rigoler avec ça. Surtout quand ça concerne un khiluf karet. Parce que quelqu'un qui va avec sa femme lorsqu'elle est nida, c'est un interdit de karet. Okay. Donc il y a plein de questions. Et en réalité, ça c'est un défaut que j'ai eu aussi. C'est-à-dire qu'on a voulu me former chez les Ashkenazim. Mais les Ashkenazim sont allemands dans l'âme aussi. Ils sont très carrés, et très durs, froids, trop froids. C'est une qualité aussi des fois. J'étais à Strasbourg. Ils bougent pas les barrières. J'étais à Strasbourg, je préfère Strasbourg que Paris, quoi. Tout est bien ordonné, propre, pas de cigarettes par terre, pas de trucs. J'ai kiffé. Chacun dans sa voie. Donc, c'est très bien. Mais ce que je veux dire, que dans les interdits carrés, par exemple de Nida, si on peut être Mekil, on peut autoriser, on peut trouver des coulettes un peu partout, mais qu'on prend à chaque fois les livres à HQ, ah, ça n'a pas le droit, t'as pas le droit. Nous, on est trop fragile, surtout dans notre génération. Non, on parle séfarade. Là. On craque trop vite. Et au Hachem, il y a des rabbins séfarades qui sont très mékil. Et ce livre, c'est un des livres les plus mékil dans ça veut dire pour les Ashkénazes, c'est très compliqué. Ah oui, c'est très compliqué. Tout est compliqué. Maintenant, par exemple, pour un séfarade, tu peux trouver une couleur. C'est ça? Ouais. Par exemple, pour un Ashkénaze, si une femme, elle a eu ses règles, elle doit attendre quoi qu'il arrive 5 jours. Ouais. 5 jours. Ok, c'est j'ai appris ça il y a 2 semaines. Pour les Sfarad, si le 4e jour, elle a fait le F-Sectara, il est nickel, elle commence le lendemain, les Shevanekim. Et comment on fait à chaque fois? Parce qu'il y en a, on se plante à chaque fois, est-ce que c'est le F-Sec ou c'est un truc? Non, il faut savoir que l'heure où tu fais le F-Sec, le jour où tu fais le F-Sec, le lendemain matin, ce sera le premier jour. C'est-à-dire le lendemain du F-Sec, tu comptes une semaine, ce sera le mikvé. C'est-à-dire que si mon F-Sec c'était dimanche après-midi, lundi après-midi, ce sera le premier jour, donc lundi d'après, ce sera le mikvé. C'est toujours comme ça. C'est une semaine après le lendemain du F-Sec. Maintenant, il y a plusieurs questions qui se posent comme ça. Donc on a compris que finalement, si un homme, je prends un cas comme ça, il vient de déménager avec sa femme, une maison, c'est lui qui a tout construit, il n'y a rien, il n'y a aucun truc qui sort, ok. Et c'est le jour du F-Sec,
non, du dernier jour. Elle fait une médica et tout. Elle dit chérie, nickel, on peut aller au mikvé. Ok, pas de souci et tout. Il va au toilette juste après elle. Il va dans la poubelle. La médica, plein de sang. Non, du sang. Alors il fait confiance, il fait pas confiance, c'était bon. C'est dur. Hein. Ah, c'est du papier. C'est une médica. Ouais, mais si c'est du. Ah, une médica. Une médica. Pas du papier. Non, elle a fait une médica. Attention, parce que papier, c'est pas ça, c'est pas Mekabel Touma que la médica, c'est Mekabel Touma, donc non. A priori, à partir du moment où il y a une tache de sang sur un papier blanc, c'est pour ça qu'on conseille souvent, les rabbins c'est papier ou sur une médica? Surtout. Je sais pas après. Je sais pas, le papier, c'est pas la même chose qu'une médica. C'est pas... Quand on voit du sang sur quelque chose qui. Comment on appelle ça? Qui, par exemple, il va en parler juste après. Okay. Si elle fait une médica avec un papier de cigarette, qu'on a roulé, elle a déroulé la médica avec, ça marche pas parce que ça absorbe pas. Il faut un tissu absorbant. Okay. À ce moment où j'ai un tissu absorbant qui est capable d'attraper cette couleur-là, alors un Bodec, un vérificateur pourra largement faire savoir. Mais on ne peut pas faire sur quelque chose qui n'est pas absorbant. Après, il faut voir par rapport à la taille, la couleur. Tout. Ça, c'est. Ok. Zat Hachem, si Akadosh nous donne les moyens et la force, on pourra faire ça. Okay. Vous me dites quand vous voulez partir. Non, pas du tout, c'est bien, on peut faire déjà 1 heure, c'est bon, il vient de commencer. Je suis vraiment détente. Non, c'est bien, il y a 20h40, c'est bon, vas-y. Maintenant, la question est comme ça. Alors, je suis sûr, je suis un expert, je suis vétérinaire, je suis Bodec, je suis sûr à 100%. Quel est c'était une médica. Une tamée. Tamée à la sourd. Ouais. Ou bien. Ah, et elle te dit que je suis caché. On va prendre un autre cas beaucoup plus concret. Non, mais c'est compliqué là ton cas. C'est-à-dire, tu dis qu'elle a fait une bédica. La bédica, elle n'est pas cachère. C'est trop compliqué. Et après, elle te dit qu'elle veut aller au mikvé. Ouais. Et après, tu dis qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la croire à elle ou pas? Bah, c'est chaud. Alors après, tu peux pas. Ça, tu peux pas. Non, c'est ça, tu peux pas. On discute dessus. Bien sûr. Moi, je pense que tu peux pas. Parce que t'as vu. T'as eu un témoignage, t'as vu un aide. T'as vu un aide qu'elle était pas cachère. Mais comment tu peux la croire? Maintenant, si t'avais pas vu le aide, peut-être que si t'avais pas vu le aide, là tu la crois. Tu vois, même si elle avait pas l'autre vue. Mais là, t'as vu le aide. Mais tu sais ce qu'on dit, par exemple, on dit. Moi là, je suis pas d'accord. Une femme, c'est une cuistot. C'est une cuistot. Non, ça marche pas ton truc. On dit qu'avant de faire une dika, elle doit vérifier toutes les peaux si elle n'a pas du sang. En gros, elle doit éviter tout truc. Ça veut dire qu'on peut être ce qu'on appelle, surtout chez les Sfaradim, tolé, faire dépendre d'eux. C'est-à-dire, avant de rendre impure une tâche, le Rav il va essayer de trouver tous les moyens possibles pour que ce soit pas une tâche qui rend impure. Oui, bien sûr. Regarde tes peaux, regarde truc. Oui, mais là, excuse-moi. Je suis d'accord avec toi, le cas il est beaucoup trop poussé. Là, c'est autre chose. On reprend ton cas à toi, ça te dérange pas. C'est que ton cas, c'est-à-dire elle va aller au mikvé, elle te dit, comment t'as dit la phrase, pour toi ou là, le mot là, donc c'est-à-dire pour elle, elle se rend pure. Mais si t'as vu un aide, tu peux pas, il y a des choses où tu peux lui dire, écoute. C'est la question qu'il pose. Non, mais ça marche pas. Il dit, si tu. C'est la question que tu poses. Alors, on va faire un autre cas. C'est le soir de son mikvé. Ouais. Ok. Elle a dit 20h30 et tout, le rendez-vous au mikvé. Ok. Imagine-toi, à 20h30, t'as un pote qui t'appelle, qui te fait. Frérot, je savais pas qu'elle était là, ta meuf et tout, elle est avec ma femme au resto. Ouais. Quelle heure il est? C'est impossible. Parce que. Ok. Bon, après, ça existe, je pense pas que ça existe. Non, après, ça dure, on coupe. On pousse très loin, d'accord? Chazé Shalom, loi, pas une femme comme ça, jamais une femme comme ça. Non, la femme, elle va mettre la. Dis-moi, je peux envoyer une photo, s'il te plaît, voir si c'est ma femme. 20h32, elle est là, alors qu'elle avait rendez-vous à 20h30 avec la balanite. T'as agressé. C'est pas pareil. J'appelle la balanite. J'appelle toutes les baleines du monde de l'endroit, pas été au mikvé. Et elle revient, hop, elle va sous la douche, elle tombe les jeux, c'est bon, j'ai des trucs. Donc en gros, la question est comme ça. Si on a cramé que la femme, elle a fait du mytho. Attends. Elle a mytho avec son mari. Ça veut dire, on lui donne une émanoute, on lui donne une confiance. Non, excuse-moi, c'est quoi ton prénom? Aaron Chaim. C'est deux cas, excuse-moi, pour moi, c'est deux cas différents. Il y a un, tu vois qu'elle a là, c'est mort. Qu'elle a eu du sang. C'est mort. Si tu sais que le papier, il n'était pas avant, si tu sais la tâche, le machin, tout ça, c'est pas cachère. Maintenant, si elle a été au restaurant et qu'après elle rentre à la maison et même en tombant la faute. Si c'est une plaie qu'elle avait eue. De quoi? Elle te dit, mais chérie, je te dis que c'est juste une plaie, t'inquiète pas, je vais pas te mentir. Non, tout à l'heure, t'as dit un papier. Tu vois? C'est pour ça que je te dis, on peut être tolé. Non, attends.
Là, attends, ça c'est encore autre chose. Mais à mon avis, si la femme elle va aux toilettes et tu sais elle a fait ça, parce que tout à l'heure, pour aller dans le truc, c'est tout à l'heure, tu as dit elle a fait une bédica. Donc si elle a fait une bédica, elle te dit qu'elle est cachère et qu'elle va au mikvé, là tu as un problème. Là tu vas confronter un peu ta femme, tu vas lui poser des questions. D'où il vient le papier, tout ça. Maintenant, si elle te dit écoute, chérie, vraiment, il vient d'une plaie, d'un endroit qui est pas du bas. Tu lui fais confiance, tu vois. Maintenant, pour ton histoire de mikvé, si elle est partie au restaurant et machin, et t'es sûr qu'elle est pas allée, mais elle rentre avec les cheveux mouillés, là tu lui fais confiance parce que peut-être qu'elle a été un peu plus tard, peut-être qu'elle a pris elle a pas pris alors, je me pose la question beaucoup plus simple. Non, mais c'est... Un homme qui a remarqué Ouais. de manière évidente que sa femme n'a pas été au mikvé ou qu'elle a menti. Je suis pur, tu vois Ganida. Je suis pur, mais tu vois Ganida. Qu'est-ce que tu fais? Attends, c'est quoi ton... J'ai pas compris. Le cas? Ouais, j'ai pas compris. Une femme qui dit je suis pure, mais tu vois qu'elle a menti. Qu'elle a fait de mikvé. Qu'elle a menti, elle est pas pure. Elle a eu du sang, elle a eu du truc, peu importe, trouve un cas. Bah, c'est comme le cas des toilettes tout à l'heure. Elle te dit je suis pur, mais t'as vu le... Bah non, tu la crois pas. Donc tu la crois pas. Bah non, c'est pas Et possible. dorénavant? Hein? Et dorénavant? Bah dorénavant, c'est... À l'arrêtement, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, pour moi, je sais pas, tu lui dis, refais tes bédicotes, viens, essaye de faire attention. Voilà, comme tu as dit, on lui fait un peu la morale. Et t'en penses quoi? Mais c'est obligé, il n'y a pas d'autre choix. Non, après, c'est des bons trucs. C'est des... Après, non, c'est vrai, t'en penses quoi? C'est-à-dire, un homme, il remarque que sa femme, elle a mytho. Déjà, c'est chaud. Genre, bon, je pense pas qu'un mec va aller jusqu'à divorcer avec ça. Non, mais bon, ouais, mais ça peut arriver. La femme, elle veut pas aller au mikvé, elle sent pas bien, machin, elle a menti, après, elle veut pas avoir de relation avec son mari. Ouais, c'est un gars qui peut exister. Après, je pense que Baruch Hashem, il y en a peut-être pas beaucoup. Mais ouais, mais qu'est-ce qu'on fait alors? T'en penses quoi? Non, c'est des bonnes questions. Tu peux penser ce que tu veux, hein. Ça m'a vraiment débat. Non, franchement, ton histoire. Si tu sais qu'elle a menti, tu lui fais la morale, après tu essayes de faire attention à ses bédicotes, machin. Ça, c'est en théorie. On vient à la ouais, et nous dit qu'est-ce que ça veut dire? Que celui qui a remarqué que sa femme a menti de manière évidente, qui n'a pas commencé à se jeter sur elle alors que il a honte sur sa thèse, le mec. Ouais. Si lui, il a mal interprété. Et qui sait de manière évidente que sa femme elle a menti. Et qu'il a la preuve. Et qu'il a la preuve, évidemment. Et qu'il a la preuve, il ne pourra plus jamais faire confiance à sa femme. Voilà. Plus jamais. Imagine la nouvelle vie qu'il y aura. Imagine la rasera. Ça veut dire, t'appelles la balanite. Pour lui faire les... Je sais pas m'imaginer. Ça veut dire quand on dit on ne lui fera plus confiance, j'essaie de m'imaginer que c'est une balane qui doit lui faire les petits cotes. Genre, parce qu'il y a dans le 19e, dans le truc et tout, il y a des gynécos qui sont balanites, qui connaissent et toute la halachot de Nida et qui sont à fond dans le métier de gynéco et tout, donc ils connaissent tout dans le milieu. Imagine-toi que chaque jour, bon, une femme ne doit pas faire les 7 jours de bdika. Chaque jour qu'elle fait, c'est une mitzvah. Mais il y a des jours qui sont obligatoires. Le premier, le 3e, enfin, premier, 7e, ils sont obligatoires. Nos rabbanim nous conseillent de faire aussi un intermédiaire. Le 3e, le 4e, pourquoi? Comme ça, parce que s'il y a un problème, on se base sur celui d'avant et on ne recommence pas à zéro. Parce que imaginez la meuf qui doit recommencer à chaque fois, genre le mari fait un truc. Maintenant, donc imaginez la rasera. Moi je me dis juste comme ça. Elle doit aller tout le temps chez une gynéco pour faire la bdika. Non, pourquoi chez une gynéco? Qui tu veux qu'elle fasse? Si tu fais plus confiance à la femme, même dans ses bdicotes. Non, je pense que là, il y a un... Attends, moi je suis pas d'accord. Excuse-moi, je suis pas d'accord. C'est-à-dire, si ta femme... Si la femme... tu peux pas lui faire confiance, ça sert à rien. Je vais pas dire que tu peux pas créer un divorce, mais c'est une relation hyper importante. C'est-à-dire tu vas pas demander à ta femme d'aller chez le gynéco pour aller faire une bédica. Excuse-moi, on n'est pas des tu as raison. Chez eux. T'as raison. Je pense qu'à un moment donné, il faut... Mais attends, maintenant je pose la question. Après, on n'est pas Haredi à 100 000%. Non, déjà, on n'est pas Haredi. J'aime pas du tout cette expression parce que on n'est pas les super orthodoxes. Alors, on est des cools. On doit tendre à faire le mieux. Ça veut dire, avant d'arriver à cette situation-là, on doit roet anolad. On doit anticiper l'histoire. Ça veut dire que bien avant, un homme qui se marie avec sa femme, par exemple, on raconte que le rabbi, il faisait chaque demi-heure, tous les jours, il faisait une demi-heure de Ilchot Nida avec sa femme. Parce que ça touche sentimentalement. Ça veut dire forcément quelqu'un qui étudie avec sa femme, ne serait-ce qu'une phrase par jour,
une halakha, genre ça prend quoi 30 secondes. Avec sa femme, ça la sensibilise. Et plus elle va elle va être sensibilisée, plus elle va prendre ça avec attention. Elle va faire beaucoup plus attention. Ça veut dire, c'est nous les hommes qui devons anticiper à ces endroits. C'est-à-dire, tu sais, genre déjà, je te fais tellement confiance, je fais des trucs. Ouais. On doit pouvoir, parce qu'une femme, ça ne marche que comme ça, je pense. Je n'ai pas d'expérience du tout, je connais rien. Mais une femme, ça marche comme ça. Ça veut dire, quoi qu'il arrive, il va parler juste après. Une meuf qui n'était pas du tout religieuse avant. Elle a couché avec tout. Non, c'est pas grave, elle a fait tout le et tout. Elle a fait teshuva. Mais est-ce qu'avant de faire teshuva, elle a perdu sa néhémanout? Parce qu'avant, elle n'était pas sérieuse. Ouais, mais Est-ce que alors- c'est une fois dans une vie ou non? Non, elle a fait tchouva, elle a fait tchouva. Tu vas Voilà, pas c'est regarder les gens sur le passé. Même Hachem, Très bien. quand il a jugé Ishmaël, il a jugé, tu sais, Sur le moment. dans les airs, il a jugé sur le Sur le moment moment. présent. Il a pas regardé qu'il allait faire du mal aux Donc c'est Israël. la halakha comme ça. La halakha était comme ça, mais ça reste qu'il sait très bien que le rôle que Ishmaël. Oui, je suis c'est d'accord. un voleur. Mais il a jugé sur le moment présent. Et donc finalement, c'est vrai qu'une femme qui a fait teshuva par exemple, on lui redonne à zéro. Ça veut dire elle a son joker dans les mains, jusqu'au moment où, Chas de Shalom, elle va mentir, elle va tricher. Ouais. Après, imagine-toi le couple. C'est-à-dire, moi je suis pas d'accord avec toi dans ça maintenant. Le problème, il est pas chez le mari qui va l'envoyer chez le gynéco. En réalité, si tu vas un peu plus en arrière, le problème il est chez la femme. Chérie, tu voulais pas, mais pas de souci. Genre, je fais tout ce que tu veux. Faut juste pas que tu me mentes sur ça parce que c'est très grave. C'est-à-dire, tu peux parler, tu peux lui faire comprendre que c'est un chiyuv karet. C'est-à-dire, on n'est pas des orthodoxes, on n'a jamais dit qu'on allait être. Non, et on veut pas être. Oui, non, après on c'est est pas chacun, comme ça. mais bon, voilà, entre nous. Ouais. Bon, c'est-à-dire, moi aussi, des fois, c'est les pires. Parce qu'ils se cachent derrière Non, mais chapeau, barbe, truc et tout. Mais on les connaît pas derrière la porte de leur maison. Ça se trouve, c'est des fous furieux. Moi, je parle d'un être humain qui est sensé, qui est normal, qui veut essayer d'avancer dans la vie. Et qui veut pas arriver à des situations compliquées. Parce que, en réalité, celui qui va avec sa femme quand elle est nida, ça fait pas un enfant mamzer. Mais c'est un interdit de karet. Et imagine, je trouve que c'est égoïste, quoi. Parce que un gosse qui vient d'une union comme ça, où la mère a été karet, je parle où les parents, ils connaissent la gravité de l'interdit. Bah, c'est égoïste parce qu'ils savent qu'ils ont mis une neshama impactée dès la naissance. Ils savent que l'enfant, il y a un gros risque qu'il finisse gay, qu'il finisse en boîte, qu'il finisse à se suicider et tout. Parce qu'ils ont donné une neshama sur terre, en le sachant, encore une fois, on répète. En connaissant la gravité. Nous, je pense pas qu'on connaît la gravité encore. Malheureusement, on n'est pas assez des érudits. Mais il faudrait qu'on le soit. Je pense qu'il faudrait qu'on le soit. On sait qu'on n'est pas à la hauteur. Et ça veut dire, voilà, il faut juste avancer chaque seconde, chacun à son niveau, et comprendre un peu la halachot. Donc, on a vu en gros la Nehemanout, la Hamtala, une femme qui a fait teshuva. Mais si la femme, elle a fait teshuva pour son mari, ça, c'est un plus gros problème. Ça veut dire qu'il y avait un couple qui était traditionnel, qui était des chilonim, un couple de chilo. Le mari, il a été illuminé d'un jour à l'autre, il a voulu faire teshuva. La femme, toujours dans son coin, maillot de pièces, truc, tac. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, bon, tu veux te convertir, tu veux truc et tout? Bon, vas-y, ok. Je vais faire attention. Normal, le petit truc, tac. On la croit. On la croit? Bah ouais. Bah c'est, excuse-moi, la plupart aujourd'hui des conversions, tu parles de conversion. Au Bedin, c'est ça. C'est quoi? Ils se convertissent, ok, pour la Torah, mais pour moi qui connais un peu ce sujet-là, ils se convertissent parce que voilà, pour le mari. Oui, il y en a plein. Hein? Il y en a plein. Ouais, moi, voilà, la plupart des gens de ma famille qui ont fait des choses comme ça, c'est pour le mari. C'est pas pour la Torah, excuse-moi. Bien sûr. Alors, il va donner une raison extraordinaire d'autoriser. Il va dire, premièrement, ce genre de cas, exceptionnellement, il ne peut pas donner la réponse. Il dit, il faut aller voir le Rav lui-même, qui connaît le personnage en question, et sa meuf, il pourra répondre. Mais il va dire quelque chose d'extraordinaire. Je crois pas que si je l'ai lu, je sais plus. En tout cas, la raison, c'est quoi? C'est que il faut lui donner la chance. Pourquoi? Parce que il y a tellement d'autres raisons qui plus tard vont la faire voler à cette femme. Parce que notre Torah, elle est belle, il faut pas la cacher, elle est magnifique, notre Torah. Alors elle est dure, certes, mais il y a chacun qui va avoir son ressenti avec la Torah qui va le faire grandir en Torah. Un, ça va être, je sais pas, ça va être le Moussar, l'autre, ça va être la Gemara, un, ça va être un Chidouche que... Tu vas lui laisser, tu lui laisses sa chance. Laisse-lui sa chance. Tu sais quoi? Ok, c'est pour son mari.
fais-lui confiance. Et Peut-être tu verras. qu'elle va faire, ouais. Et des années plus tard, soit oui, soit non. Ouais. Mais en tout cas, il y avait cette chance. Et si ça a été le cas, on a sauvé une échelle radicale d'Israël. Ok. C'est intéressant. Je trouve que c'est un très bon argument. Ça veut dire, fais confiance à la femme. Regarde, le mari est déjà bien parti. Une fois, je suis parti voir un d'ailleurs. Je lui ai dit au tout début, avant que je me marie, j'ai fait, ouais, j'étais le faux religieux, tu sais, horrible. Ouais, ma femme, elle met. Enfin, ma meuf, elle mettait un peu des jupes au-dessus du genou, très et tout, ça me dérangeait. Il m'a dit quelque chose magnifique. Et c'est très vrai. Il m'a dit, remets-toi en question alors. Je fais quoi? C'est elle et c'est moi. Et il me dit, en réalité, la femme, et dites-moi avec vos années d'expérience si c'est vrai ou pas, la femme, c'est le reflet d'un homme. Ouais. C'est le reflet d'un homme. Ça veut dire, si la femme, elle voit que le mari, peu importe le niveau de la femme, et j'en connais, mais pas assez pour faire une règle générale, j'en connais des femmes 30, 40 ans qui avaient un délire aucun rapport avec la Torah. Leur mari, pas forcément, ils étaient brillants à l'école, ils voulaient faire des études, ingénieurs, tout et tout. Ils ont voulu faire 2 ans de yeshiva, ils sont restés à yeshiva. Leur femme, et ils sont partis voir leur femme en disant, écoute, je change de bord. Finalement, la Torah, c'est ça ma vie, et je vais faire ça. Soit tu me suis, soit tu me suis pas. Ça a fait des problèmes avec les beaux-parents. Par exemple, je connais une histoire où les beaux-parents ils ont dit, comment tu vas nourrir ma fille? Il a dit ça au futur gendre. Gendre, il lui a dit, ça c'est mon problème. Dans la ketouba, je vais marquer. Je la nourrirai, je l'enrichirai, je la mettrai au max. Ça, je m'en occupe, c'est mon dossier. C'est pas le vôtre, si je me marie avec elle. Ok, il a rien dit le beau-père. Et finalement, tu vois des années après, que ça a excellé. Pourquoi? Parce que la femme qui était aucun rapport, elle a vu que son mari il était émette. Ouais. Et ils ont grandi ensemble. C'est-à-dire que si le mari a fait teshuva avec la femme, elle voulait pas forcément au début faire teshuva, et on en connaît même des femmes à 40, 50 ans, 60 ans, qui se couvrent pas encore la tête, qui truc et tout, mais du jour au lendemain, il y a un déclic. C'est fou. Alors que souvent, le contraire, il existe aussi. Que des religieux qui il y a 2 temps. Ok. Donc maintenant, on a fait un peu le tour de ça. Ça, c'est extraordinaire. Une femme qui était Nida, très bonne femme. Donc attends, t'as pas répondu aux questions. Laquelle? Donc si la femme, elle avait du sang, tu fais quoi alors maintenant? T'es sûr qu'elle était Nida et qu'elle t'a dit qu'elle était pure? Tu fais quoi? Tu ne peux plus lui donner la confiance. Ah, tu peux plus lui donner sa confiance. Ouais, donc elle va pas migrer. Elle va pas migrer. Voilà. Il faut qu'elle recommence, machin et tout ça. Il faut que tu C'est pour parles ça que avec je dis- elle. Donc il faut que tu lui fasses la morale. En vrai, c'est ça. Mais en attendant, tu dis, je sais pas comment te le dire. Oui, voilà. Donc tu lui fais la morale. Maintenant, si elle te Mais dit... moi, je sais pas en vérité. Je sais même pas comment on fait. Ça veut dire, Il y a la réponse là. non, elle dit qu'on lui fait on donne plus confiance on lui fait plus confiance jusqu'au moment où on sait de manière évidente Qu'elle a fait toujours. qu'elle a compris et qu'elle ne refera plus jamais Ok. cette bêtise. Bon, ok, donc tu lui fais la morale. Seulement. Maintenant, si t'es pas sûr que c'est une bédica, t'es pas sûr que c'est un aide et tout ça, si elle te dit voilà, je suis cachère, tu lui fais confiance. C'est ça. Je pense c'est ça pour moi. Je vais te traduire les mots. Allez, vas-y. Donc, regarde, depuis le départ. Depuis le départ, une femme doit avoir conscience de l'immense responsabilité qu'elle a. Ou les Dayak étaient Ben Hagata ou Dibura. Et il faut lui faire comprendre de la manière dans laquelle elle doit faire attention à sa manière et de conduite et de parler. Ouais. Ou les Isaïr, le Martami, Rageta Emet, Bechol Davar. Et de dire à chaque fois le Emet dans toute chose. Quand il s'agit de Touma et de Tahara, surtout. D'accord? Parce que si une femme, elle dévie ne serait-ce qu'un demi-millimètre, même dans un... Bon, là on va pas parler d'un autre sujet, d'accord? On va rester dans Touma et Tahara, parce que sinon c'est trop compliqué. Si elle dévie un petit peu, bah ça peut amener des catastrophes. Alors il faut lui dire, c'est très important de dire les Emet, de jamais mal parler. La Gemara dans Masechet Shabbat, elle dit que le Emet, ce sont 3 lettres. Aleph même Tav, début le présent, le passé, le présent, le futur. Pourquoi le présent? Je sais pas, Aleph c'est la première lettre, le même c'est la lettre du milieu, le Tav c'est la fin. Ouais. C'est ça? Exactement. Le Emet, ce sont 3 lettres qui ont chacune des lettres 2 pieds. Regardez si vous voulez le mot Emet. Voilà, Aleph, Mem, Tav, ils ont tous 2 pieds. Pourquoi? Le Mem, il tient sur une barre horizontale, il gère
il tient le coup. Parce que celui qui est toujours dans le Hémet, il est droit. D'ailleurs, comme il a dit, le Aleph c'est la première lettre, le Mem c'est la lettre exacte au milieu de l'alphabet hébraïque, et le Tav c'est la dernière lettre. C'est-à-dire du début de la ligne jusqu'au truc, c'est-à-dire tu prends une règle, tu mets sur le Hémet, tu as une personne, ça ne bouge pas. Ouais, il y a toujours deux piliers. Non, mais même plus que ça, du début jusqu'au milieu, jusqu'à la fin. Première lettre du milieu, dernière lettre de l'alphabet hébraïque. C'est extraordinaire. Mais ça ne s'arrête pas là. Donc le Tav du Hémet, on l'a basé. Le Sheker, ce sont les 3 dernières lettres de l'alphabet hébraïque. Sans le Tav. Le Tav, on l'a gardé pour le Hémet. Okay. Donc disons que la dernière lettre avant le Tav, c'est le Shin. Vous prenez le Aleph hébraïque à la fin. Ça finit comment? Kouf, Resh, Shin, truc. Ok? Si on prend l'Aleph hébraïque, et bien ça, je vais vous montrer. Il faut juste le voir pour comprendre comment ça se change. Voilà. Ici. Donc, on a le Aleph qui a 2 pieds, qui est stable. On a le Mem ici, qui a sa barre qui tient même avec les 2 pieds. Et on a le Tav qui a les 2 pieds. La première, c'est du milieu et la dernière lettre de l'alphabet. D'accord? Maintenant, je vais prendre les 3 dernières lettres. Ça, c'est les Mem. Ça, c'est le Tav aussi, c'est Mem. Okay. Kouf, Resh, Shin. Ok? Le Shin n'est pas écrit comme ça dans la Torah. Il est écrit en pointe, comme on l'a sur les tefillin. D'accord? En pointe? Il est écrit en pointe, comme ça. Ok. Ok? Voilà, aussi. Je sais pas. Là aussi. Il est pareil, non? Non, c'est penché. Il est courbé. Ah ouais, j'ai jamais fait c'est courbé. Ok. Ok. Après, dans les ordinateurs, tout ce qui est imprimerie, tout ça, on le fait arrondi. D'accord? Mais il est écrit comme ça en réalité. Même, on dit d'ailleurs que la menorah au Beth Amikdash, au Mishkan, c'était en forme de Shin. D'accord? C'est exactement comme ça. Et donc, quand on voit les 3 dernières lettres de l'alphabet, il y a Kouf, Resh, Shin. Les 3 ont un seul pied. Un seul pied. D'accord? Ça veut dire que le Shin, tu le mets, il tangue. Le Resh aussi. Et il nous dit la Gemara, quelqu'un qui vit dans le sheker, dans le mensonge, il vacille tout le temps. On est d'accord? Il est toujours sur un seul pied. Et en plus de ça, vous prenez le mot sheker, vous prenez les 3 dernières lettres et vous les mixez ensemble. C'est-à-dire, dans l'ordre, c'est Kouf, Resh, Shin. Et bien quelqu'un qui fait du sheker, il s'embrouille tellement dans son mytho qu'il va mettre le Shin là et le Kouf là. Il va inverser les lettres. C'est-à-dire, il a pris 3 dernières lettres de l'alphabet et on les a mélangées. On a fait un truc et ça a créé le mot sheker. Voilà ce que dit Agmar dans Shabbat. Donc il faut prévenir sa femme, une femme, que le Hémet, c'est quelque chose qui est yachar, qui est toujours droit, qui va sans arrêt en avançant. Il y a plein de mots comme ça dans la Torah qui donnent exemple sur la réalité. Par exemple, comment on dit un habit en hébreu? Beged. Beged, c'est un habit. D'accord? Comment on écrit le mot Beged? Je sais pas, Bet Gimel Dalet, je sais pas. Ils sont écrits où, Bet Gimel Dalet? Bet Gimel Dalet. Je sais pas. Le Aleph, c'est 1. C'est Dieu. Ouais. Celui qui veut s'écarter du Aleph, il se dirige vers le Bet. Ok? Et vient, nos Chachamim nous dire que celui qui se dirige vers le Bet, donc qui s'écarte d'Akadosh Baruch Hu, on connaît cet exemple. Le plus frappant, c'est avec les habits. Je vais m'acheter des stades, je vais acheter un ensemble Dior, je vais acheter des trucs et tout. Pourquoi? Quand je vis dans la société, dans la mode, je m'écarte forcément d'Akadosh Baruch Hu. Parce que Akadosh Baruch Hu, il ne demande pas de vivre dans l'extérieur, mais dans l'intérieur. Et quelqu'un qui veut se démarquer, c'est ouf, hein, par les marques, il veut se démarquer par ce qu'il porte, il s'écarte d'Akadosh Baruch Hu. Parce que Akadosh Baruch Hu, il dit, le plus important sur Terre, c'est le cerveau. C'est ce qui est à l'intérieur, c'est ce qui ne se voit pas. C'est ça l'intelligence d'un homme, ça reste caché. Donc celui qui veut s'écarter de Akadosh Baruch Hu, il va même pas s'en rendre compte. Il va s'écarter beaucoup plus vite. Il va aller d'abord au Bet, après le Gimel, après le Dalet, après le He, après le Vav. Mais comme on voulait pas se prendre trop la tête à écrire que Beged c'est tout l'alphabet, on a pris les 3 premières lettres qui s'écartent du Aleph, le Bet, le Gimel, le Dalet. Doucement Bet, Gimel, et tu te rends même pas compte que tu t'écartes d'Akadosh Baruch Hu. Et plus que ça, comment on dit un traître en hébreu? Boged. Ça s'écrit de la même façon, Bet, Gimel, Dalet, sauf qu'au lieu que le point soit sur le Bet pour prononcer le B, il est en haut pour le prononcer O. Beged, Boged. Les habits, c'est traître.
incroyable. Encore un dernier, si vous voulez. Vous aimez les trucs comme ça ou... La vie ne me fait pas de mal, vas-y. Regardez bien. Les Grecs, on les appelle les Yévanim. Yavan, c'est la Grèce. Ouais. D'accord. Je me la porte avec moi tous les jours. Eh ben, nous disent les Chachamim, Yavan, c'est le même problème. Ça veut dire que les Grecs, eux, c'était quoi leur facilité d'extirper les Israël? C'est en leur mettant. C'est l'histoire qu'on raconte avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit ne faites pas confiance aux Grecs parce qu'ils vont vous prendre en vous ramenant au parc, au bain, au théâtre. C'est pas ça, les bains, les trucs. Ouais, les bains, tout ça, ils vont vous attraper pour que vous n'étudiez pas la Torah. Okay. Et comment on dit Yavan? Avec un Yud, avec un Vav, avec un Nun Sophite. Ah, que ça tient que tu as une barre. Ça, c'est vrai, mais beaucoup plus fort que ça. C'est que Yavan, c'est la même chose. Au début, ils vont te prendre. Ah, Yud, Vav, il s'agrandit. Il s'agrandit. Ils vont te prendre sur un mini truc. Tu vas pas t'en rendre compte. Ça va, papa, ça va, frérot. Qu'est-ce que je fais? Je suis en boîte. T'inquiète pas, je te promets, je suis chômeur Negia. Classique, tous mes potes. C'est le goût du etc. Au début, t'achètes, tu te prends sur des petites choses, et après, plus grand. En vrai, l'Agma, dans Shabbat, elle vient raconter l'histoire qu'il y a des jeunes Talmidim, des jeunes Bachorim, 15 ans. Ils vont voir le Rosh Yeshiva de l'endroit. Ils vont lui dire on va t'apprendre quelque chose que depuis Yehoshua ben Nun, personne ne le savait. Et il dit ok, vas-y, je vais bien t'écouter, qu'est-ce que tu as à m'apprendre? Et ils font ça. T'imagines la honte? Enfin, genre, ils sortent de ouf. Genre, ouais, écoute pas de ouf. Ouais. Ils viennent voir le Rosh Yeshiva, celui qui maîtrise la Torah, en lui disant on va t'apprendre quelque chose que personne ne connaît. Tiens, apprends. Vas-y, explique-moi. Et ils ont pris des lettres de la Lef-Bet et ils leur ont fait des drachotes de fou. Par exemple, le Gimel, il a 2 pieds et il a un pied qui court vers le Dalet. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme un piéton. Par exemple, un piéton en Israël, quand il marche, il est comme ça. Il ressemble grave au Gimel. Vous allez voir quand vous allez en Israël, les Atachem. Le Gimel, il se dirige vers le Dalet. Pourquoi? Et pourquoi il va pas de l'autre côté? Et le Dalet, pourquoi est-ce qu'il a un trait vers le Gimel et tout le grand trait vers le Dalet, derrière la barre? T'as compris? Le Dalet, il a un petit trait. Hein. Ils viennent répondre comme ça. Gemoul Dalim. Gemilut Rasadim, ça veut dire. Ça veut dire que le Gimel, c'est le riche. Il doit s'empresser de donner de l'argent au Dal, qui est pauvre. Dal, c'est un pauvre. Et ok, et pourquoi la barre du Dalet, elle est petite et l'autre, elle est grande? Parce qu'un pauvre, il a hyper honte de demander. Ça veut dire, vous allez voir les mendiants. Quand ils tendent la main, ils sont pas comme ça. Ils gardent les mains proches de la barre. Comme ça, vers celui qui a fait s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et l'autre, il va jamais demander comme ça. Et c'est ça, c'est fou. Alors, c'est-à-dire, ça, c'est le corps humain. Il demande un petit peu parce qu'il ne veut pas demander beaucoup. Et c'est ça, comment ils expliquaient dans Maseret Shabbat tous les trucs. On revient à notre sujet. Tout ça pour dire qu'il faut faire hyper attention au émet et ne pas transgresser chez Guerre le mensonge. Alors, pour ta question, la reine, c'est pour cela. Isha Shaita Temeanida, une femme qui était impure. Damrala Levala Tavalti. Elle dit, tu sais quoi, j'ai été impure, mais je me suis trempée au mikvé. Je suis pure maintenant, ok? Attends. Maintenant, elle te dit qu'elle était impure et qu'elle s'est trompée. Elle a fait tout ce qu'il fallait. Parce qu'un homme, c'est de nos jours où il y a des applications, où il y a des calendriers et tout. À l'époque, une femme, elle faisait tout son compte, elle disait à son mari étudie la Torah du matin au soir, c'est bon, c'est pas bon, ok? C'est comme ça, on rentrait jamais dans le truc. Ça s'est un peu plus actualisé de nos jours, on a fait une mise à jour. Où le mari, il est avec sa femme dans les comptes, il aide, des trucs et tout, et des fois, la femme, elle va dire à son mari, c'est bon, je fais une jika et tout. Ouais, je sais pas, là, tu vas poser la question qu'une femme, elle était pas pure, et après, elle va migrer. Voilà. Elle était pas pure, et elle dit à son mari, j'ai fait les 7 jours, j'ai fait les 4 jours, tac, je me suis trempé, c'est le soir du migvé, j'ai été au migvé. Elle revient, nickel, propre du migvé. Im nitbarer, s'il s'avère, acharkar chez Sheker, idoveret, le vélo tavlaklan, qu'en réalité elle a menti, elle ne s'était pas trempée. Ibeda et nemanuta, elle a perdu sa carte, elle a perdu son joker. Veshuv enan emenet leolam alkar, sur ce sujet-là, elle ne pourra plus jamais être crue. Et souvent, quand on travaille avec des associés ou quoi, bah, ou même, je sais pas, avec des potes, si un pote nous a trahi dans un domaine, j'ai pas enlevé ma confiance sur toute ma relation avec lui. Je lui dis, je sais que dans ce domaine,
je peux plus parler avec lui de business, je sais pas, dans les chaussures. Parce qu'il m'a douillé un peu dans les chaussures. On est d'accord sur ça ou pas? Là, il dit que dans ce cas-là de Toum'a et de Tahara, tout ce qui concerne la femme Nida maintenant, sa femme ne pourra plus être crue. Pourquoi? C'est évident. Parce que chez Kol et Khashud al-Davar, tout celui qui est suspect sur quelque chose, l'odano velo meido. On ne peut pas le juger. Et il ne peut pas juger. Et il ne peut pas témoigner. Si par exemple on sait qu'un mec, c'est un gros mytho. Il vient le jour du Beddin, il a une étiquette de mytho. Il vient au Beddin en disant ouais, il a fait ça. Le Beddin sait très bien que c'est un mytho. Genre, tu n'as pas assez de force pour pouvoir témoigner. Parce que tu as perdu ta confiance sur les témoignages. La femme, c'est pareil. Si elle a perdu sa confiance dans les témoignages, elle ne pourra plus être crue dans ça. Ad, chez Ilbarer, les Mahala Mikol Safek. Jusqu'à ce qu'on est persuadé sans aucun doute, chez Khazra Bitchouva Shlema, qu'elle est revenue de manière sincère, elle a compris que son erreur, etc. Ça, je pense que ça dépend que du mari plus que tout. Tu peux transposer ça sur la cache-route? Badaï. En fait, c'est tout ce qui est assujetti à la femme. C'est-à-dire? La cache-route, c'est la femme. Ouais. C'est plus la femme. Toi, t'es à la maison, toi, t'es là, t'étudies. C'est vrai, c'est vrai. Donc la femme, voilà, si elle te dit c'est caché, toi, t'as un tout petit doute, bon, je pense, voilà, tu lui fais plus confiance jusqu'à que tu as vu vraiment que c'est pas caché. Ouais. Je pense qu'on peut transposer ça. Je me suis posé la question aussi. C'est-à-dire, ta femme, elle dit, enfin, la femme d'un mec, ouais, j'ai fait la des tolaïm. Ouais, j'ai enlevé les insectes. Les insectes. Okay. Tolaïm, c'est les insectes qu'il y a dans la laitue. Moi, je kiffe la laitue, je kiffe la mâche, je kiffe la truc et tout. Hop, tac. Bon, après, même si une femme, elle vérifie, elle fait son maximum, genre, c'est possible qu'il y en a encore. Pas vraiment. C'est pas. Bon. C'est compliqué. Donc tu transposes. Alors, maintenant une femme, je reparle à l'époque, pas de nos jours où c'est nous qui accompagnons notre femme et tout. C'est une affaire très intéressante. Une femme qui a été Nida, elle a fait tout son compte, elle s'est trouvée au milieu. Même si le mari, il sait que c'était ses comptes, qu'elle s'est trompée, à Sourlo la voix à Léa, il n'a pas le droit d'avoir une relation avec elle. Ad chez Tomarlo Tavaldi. Jusqu'au moment où elle lui dit je me suis trompée. De nos jours, c'est plus pareil. Hein, c'est quoi? Parce qu'on l'accompagne au milieu. C'est-à-dire une femme, elle a tout fait. C'est-à-dire que elle arrive à la maison le soir. Ouais. T'as pas le droit de t'approcher d'elle tant qu'elle t'a pas dit c'est bon. Ah bon? Ouais. C'est une halakha? C'est une halakha. De nos jours, moi perso, je l'accompagne moi. C'est-à-dire je la vois sortir, je la vois. Après, bon, quand t'as les enfants et tout ça, c'est beaucoup plus compliqué. Ah ouais. Et quand elle a le permis aussi. Oui, je suis. Donc, c'est vrai. C'est beaucoup plus compliqué. Donc, une femme qui revient à la maison, eh ben, j'ai pas le droit, moi, d'avoir les devants vers elle. De lui faire un câlin. Ouais. Je dois attendre qu'elle vienne. Maintenant, si elle a rien dit, elle s'est approchée de moi, ça marche? Ouais, c'est pareil. C'est pour te faire comprendre. Tu penses que c'est pareil? Ouais. Ouais, il dit que c'est pareil. Donc, c'est à la femme de. Elle n'a pas besoin de lui dire clairement, genre, on va pas faire tomber, c'est bon, je me suis trompé. Ouais. Non. À partir du moment où elle vient, elle s'assoit à nos côtés, elle nous fait un câlin, un truc et tout, ça marche. Mais j'ai pas le droit, moi, d'avoir. Et à part ça, je pense que c'est même une marque de respect. Je pense, hein. Que je vais pas être le mec qui va. Attends, excuse-moi, juste 2 secondes, c'est très important. Vraiment. Ouais, allô? On peut pas dans l'aide non plus?